Salut Télédimanche est consacré en grande partie aux secousses qui remuent France Télévisions. Deux invités, Jean-Luc Delarue qui a accepté notre invitation pour répondre en exclusivité à toutes les questions que l'on se pose. Jean-Marie Cavada s'exprimera aussi sur cette actualité ainsi que sur le site d'action du 6 juin. Les scoops de Télédimanche avec Delphine Cantelli, bonjour. Bonjour. On commence avec Hélène Rollès. Oui, elle va bientôt démarrer le tournage d'une série de téléfilms de 52 minutes dans un cadre campagnard, probablement en Auvergne. Emmanuel Chin. À la rentrée, il proposera un numéro de Capital consacré aux grands groupes audiovisuels qui font et feront la télévision de demain. Patrick Sabatier. Cet été sur Monte Carlo TMC, il animera un jeu quotidien de 10 minutes, du lundi au vendredi, dans la tranche 19-20 heures. Il rebondira sur les dates clés de la vie du candidat pour lui poser des questions de culture générale. Sophie Favier. Le 30 mai, elle tournera un pilote sous la direction de Christophe de Chavannes, destiné à faire revenir les speakerines à la télévision. On la retrouvera également cet été à la radio sur Radio Saint-Tropez. Mimi Mati. Elle revient à la rentrée sur TF1 pour un deuxième volet de son show musical, Amicalement, à 20h50. Isabelle Martinet. Chroniqueuse sur Matin Bonheur, c'est elle qui remplacera Marie-Ange Nardi aux côtés de Thierry Beccaro dans 40 degrés à l'ombre cet été sur France 3. Merci Delphine. Le zapping. Avant, je veux poser une question. Oui, je t'en prie. Est-ce que tu as un petit copine? Un moment. Et pourquoi? Pourquoi j'ai une petite copine? Pas moi. Ah. Parce que tu es mariée. Ah non. Mais je suis pour la polygamie. Mais essayez d'aller placer dans une chaîne digne de ce nom des reportages maintenant en prévention sur ce qui se passe dans le monde, des reportages dits de politique extérieure. Fini! On monte son cul à 8h30 en gros, n'est-ce pas? Ça rapporte plus. Bon. Nous devons suivre à la lettre ce que nous enseigne l'islam et le Coran. Ce qui est fondamental, c'est qu'ils s'imprègnent de ce qu'on leur enseigne. Les enfants dans les crèches, ils jouent très souvent aux Arabes et aux Juifs. Les uns tirent, les autres font les martyrs. Voilà les jeux des enfants en Palestine. J'espère que ma fille grandira et qu'elle donnera naissance à un fils qui mourra dans une mission suicide, pour l'amour de Dieu. The jury decided to give a joint award. A décidé de donner un prix ex aequo au 8e jour, Daniel Auteuil, Pascal Pinchot. Le Grand Prix technique de la Commission supérieure technique de l'image et du son a été attribué Du 29 juin au 7 juillet 88, quel médecin français est ministre délégué auprès du ministre de la Solidarité? Oui. Schwarzkopf. Oh non, oh non. Nathalie, en jouant au couple des Juste Prix, voici offerte avec un siège, une batterie complète avec 5 tubes profonds, une caisse claire, les cymbales et les accessoires indispensables. Pour créer votre groupe rock, nous vous proposons cette guitare électrique et son ampli de 80 watts. Sur place, on retrouve Daniel Leclerc, Jefferson et José Coves. Non. Vous savez plus là. C'est fabuleux. Non, c'est beau pour eux. C'est très beau pour eux. Puis en plus, c'est magnifique ce qu'ils ont fait ce soir. C'était dur, c'était un beau match. C'était très beau, très beau. Vraiment, la pelouse était verte, les joueurs étaient blancs. Comme la France est triste, alors on montre des fêtes de footballeurs. Et toutes les télévisions sont remplies de footballeurs en train de danser ou de boire. Et ça, c'est pas bon. C'est pas comme ça qu'on va gagner les matchs.
supporters, moi je vais me casser la gueule. Bon, ce soir c'est la fête. Jean-Luc Delarue, bonjour. Je commence par la question que logiquement j'aurais dû vous poser à la fin de cette interview. Que ferez-vous à la rentrée prochaine à la télévision? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire ou qu'est-ce que je veux faire finalement? Est-ce que vous avez un contrat pour la rentrée? Est-ce que votre contrat prend fin en juin? Ou est-ce que votre contrat court et votre contrat sera respecté? C'est toutes ces questions. Mon contrat est jusqu'en juin, mais en juin 97, donc au prochain juin, pas celui-ci. Donc logiquement, je devrais continuer ce que je fais aujourd'hui, puisque j'ai toujours essayé de faire des émissions qui ne soient pas des Kleenex jetables, mais des émissions qui s'installent dans la longueur, comme elles marchent bien aujourd'hui. A priori, moi, j'ai envie de les continuer. Et a priori, le contrat que j'ai signé avec Jean-Pierre Elkabbach au mois d'août dernier dit que je vais les continuer. Et comme on a peu de contact en ce moment, c'est difficile de dire exactement ce qu'on va faire l'année prochaine. Vous êtes dans un flou, mais il y a le contrat. Oui, je suis dans un flou, mais ça fait quelques mois que je suis dans un flou, quoi. Je m'y suis habitué, mais c'est vrai que le contrat existe et que les forces de Réservoir Prod, des émissions, ça se discute déjà dimanche, travaillent sur ces émissions, qu'a priori elles continuent. Donc normalement, la rentrée, c'est même programme pour vous. Oui, mais depuis quelques semaines, normalement, on ne sait plus trop ce que ça veut dire, parce que tout bouge tellement vite que je suis assez prudent comme position. Alors on va revenir bien entendu en détail sur tout ce qui s'est passé et savoir aussi comment vous avez vécu personnellement cette épreuve, parce que c'est la première grande épreuve de votre carrière. Avez-vous craint que votre trajectoire de succès soit brisée par cette affaire? Non, pas vraiment. Je ne peux pas vous dire que j'ai eu cette peur-là. À un moment, j'ai eu peur que la chose la plus précieuse, c'est-à-dire le fil de confiance qui relie l'intervieweur au téléspectateur, soit un peu rompu quand on a essayé à travers un communiqué de me faire passer pour quelqu'un de malhonnête. Quand Daniel Bilalian a lu un communiqué de France Télévisions disant qu'on allait mettre quelqu'un devant ma porte pour essayer de voir dans mes comptes parce qu'on ne savait pas très bien ce qu'il y avait dedans, etc. Que déjà il y avait une suspicion quand on met les policiers dans votre porte, c'est que généralement on est déjà... en tout cas pour l'opinion, présumé coupable. Là, j'ai eu un petit peu peur que cette confiance soit altérée, en tout cas sérieusement. C'est pour ça que j'ai, comme dans toute affaire de légitime défense, réagi avec la même violence que celle de l'attaque. J'ai donc fait cette conférence de presse parce que je voulais absolument prouver que j'étais honnête. Oui, je gagne de l'argent, mais oui, je suis honnête. Alors, ces 10 années de succès, vous les analysez comment, personnellement? C'est un peu brutal, puis ça n'a pas été que des succès quand même, Michel. Je trouve que vous avez raison de dire que c'est la première grande épreuve de ma carrière ou même de ma vie, mais ça n'a pas été toujours très simple. Il y a eu quand même les années Europe 1 le matin qui n'ont pas été toutes simples au début. Oui, mais c'était une trajectoire que vous vouliez, que vous souhaitiez. Vous avez quasiment toujours fait ce que vous vouliez. J'essaye, ouais, autant que je peux, ouais, absolument. Ouais. Alors on va voir ces 10 années menées tambour battant avec Isabelle Billet. Il a tout juste 21 ans, vient de lâcher les agences de publicité pour les yeux d'une caméra. C'est en 1985. Jean-Luc Delarue fait sa première apparition à la télévision sur la défunte TV6. 1987, TV6 a disparu, mais Delarue ressurgit dans une émission culte d'Antenne 2, Les Enfants du Rock. Le rock et la télé sont nés à peu près en même temps. Parallèlement, il fraye avec les micros de la radio, à Europe 1 déjà. Un passage obligé pour les animateurs débutants, dira-t-il. Mais de Jean-Luc Delarue, on ne sait pas grand-chose encore. Il manque le révélateur. Delarue, c'est moins drôle, Delarue comme Delarue. Non, mais c'est bien aussi. C'est Canal+ qui tiendra ce rôle. La jeune chaîne cryptée le fait venir. Il a 25 ans et joue à l'homme de demain, chroniqueur, auprès de Michel Denisot. Ouais, non, c'est ça, c'est la technique pouce. Alors ça c'est le pouce. Voilà, alors ça, c'est quand on a des pistes de 40 mètres, il vaut mieux avoir le pouce. Ouais. Hein? Delarue prend ses marques sur la chaîne un an plus tard. Le fauteuil de la grande famille, émission quotidienne de la mi-journée, c'est pour lui. On a environ 10 classes par semaine. Excusez-moi, vous savez, ça m'arrive pas souvent de présenter cette émission, c'est la deuxième fois seulement. On va revenir tout de suite sur votre discours. J'ai oublié une pièce importante de cette émission. Donc je suis quasiment viré. Voici le zapping quotidien qui commence un peu déshabillé, contrairement à Martine Moléon. Animé par de jeunes espoirs. L'animateur est à l'image de sa chaîne, dans l'air du temps. Et cet air-là sent bon la notoriété. Est-ce que c'était le métier dont j'ai toujours rêvé, etc. Non, pas du tout. J'ai pas eu en fait la chance ou même la possibilité d'en rêver, puisque ça n'a jamais été une passion qui n'a jamais été provoquée par quoi que ce soit. J'ai jamais eu vraiment la télé sous les yeux quand j'étais chez moi, quand j'étais petit. Je me souviens que la télé était dans un meuble fermé à clé et qu'on la regardait quand c'était autorisé. Le grand écart, nos invités du premier dossier connaissent. Jean-Luc Delarue grandit au show et devient l'enfant chéri de la maison. Rançon de ce succès, son profil suscite les convoitises à l'extérieur de la maison. On le voit alors s'échapper ponctuellement sur France 2 aux côtés de Nagui pour présenter les victoires de la musique, mais à cette époque-là, point trop n'en faut quand même. Votre succès doit éveiller les appétits des autres chaînes en dehors de Canal+. Vous avez des contacts? Oui, ça m'est arrivé, ouais. Il y a maintenant 18 mois, on m'avait proposé de faire un 20h30 sur la deuxième chaîne télévisée en couleur et
Ça m'a totalement effrayé, ça m'a intéressé parce qu'il faut réfléchir à tout, mais là ça m'a intéressé 22 minutes et demie et tout de suite après on s'aperçoit que c'est pas du tout ça qu'on a envie de faire. Si Delarue résiste aux appels des sirènes de la télé, il cède à ceux de la radio. Le 31 août 92, il signe un contrat avec Europe 1 et fait son entrée à la rédaction. Son rôle, relanceur d'infos. Un nouveau jour se lève. Nous sommes le mardi 9 février 1993 et ce matin... Il anime la tranche du matin, le 7-9 heures. La radio l'a fait venir pour dynamiser l'antenne et doper l'audience. Et tu sais que t'es la coqueluche des froufroutos, toi. Ah bon? Les filles, elles me disent, vous connaissez Jean-Luc Delarue? Alors, mais c'est pire que Bruel. Londres, Esther Lenneman. À Europe 1, il est aussi à la croisée des chemins de tous ceux qui ont un nom et de certains qui ont des ambitions. C'est sur cette route qu'il fait une rencontre, Jean-Pierre Elkabbach. 7h42, le giscardien Hervé de Charette, la voix de son chef. 8h32, Nicolas Sarkozy, le RPR le plus proche. Avec ce tête-à-tête quotidien et matinal, les deux hommes s'apprivoisent. Le respect s'installe entre un animateur journaliste et un journaliste, futur PDG de France Télévisions. C'est la saison des transferts. Jean-Luc Delarue, né le 24 juin 1964, change de club au moment où il va passer le cap de la trentaine. Jean-Luc, bonjour. Jean-Luc Delarue, virgule, c'était un secret de Polichinelle depuis quelques semaines, virgule, quitte Canal+ pour France 2 à la saison prochaine. Pourquoi et pourquoi faire? Pourquoi? Parce que j'ai jamais eu l'occasion, depuis que je fais la télévision, sauf à mes tout débuts à TV6, c'était en 86, ça ne me rajeunit pas, surtout que vous venez de donner mon âge, de créer ma propre émission de télévision. Jean-Luc Delarue, appelé par Jean-Pierre Elkabbach, quitte Canal+ et Europe 1 et s'engage pour 3 ans avec France Télévisions. Il s'engage en qualité d'animateur-producteur, crée sa société, Réservoir Prod, et dès la rentrée 94, est à l'antenne avec une nouvelle émission, Ça se discute le lundi et le mardi. Delarue, protégé, dorloté par sa chaîne, passe le cap de la première année sans trop de fracas. À la rentrée 95-96, Ça se discute continue, amputé de moitié, émission unique le mardi, qui devient un rendez-vous stable de la chaîne. Et puis, il s'engage sur un créneau redoutable le dimanche à 19h, face à l'immuable 7/7. Delarue met en place déjà dimanche, déjà le retour. Pari difficile, mais pari presque relevé. Depuis septembre dernier, la progression d'audience est lente, mais régulière et rassurante. Alors les turbulences que vous venez de traverser, sur lesquelles on va revenir avec un autre reportage, vont-elles laisser des traces? Parce que pour certains, ça va dépendre comment va se terminer l'affaire, mais si Jean-Pierre Elkabbach est débarqué dans les jours qui viennent, ou pendant l'été, ou avant la fin de son mandat, vous en serez non pas forcément responsable, mais vous serez montré du doigt. Pour d'autres, vous serez quelqu'un qui gagne trop d'argent. Comment vivez-vous cela d'abord, et comment allez-vous le gérer? La première question sur Jean-Pierre Elkabbach, est-ce que je suis responsable de quoi que ce soit? Je veux dire, c'est pas moi qui ai commencé, c'est con à dire, mais c'est une phrase d'enfant presque. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où on a été dans une espèce de tempête, et je m'inclus dedans, et j'inclus tous les autres animateurs producteurs, y compris la présidence de France Télévisions, je parle de la publication du rapport Guillotteret en novembre dernier. Jusqu'à un certain point, je suis resté extrêmement solidaire de cette chaîne, et je serai encore solidaire de cette chaîne aujourd'hui si elle ne veut pas attaquer frontalement comme elle l'a fait. Donc je me suis défendu, Michel, sur Jean-Pierre Elkabbach. Il faut que ce soit clair pour tout le monde. Moi, quand on m'attaque, je me défends. Quand on m'attaque très fort, je me défends très fort. Si on ne m'attaque pas, je ne m'attaque pas. Voilà. Sur le fait de gagner de l'argent, gagner trop d'argent, gagner beaucoup d'argent, c'est vrai que c'est compliqué à dire, surtout qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que les personnels de France 2 sont très énervés. Il y a de quoi, parce qu'ils essayent d'obtenir quelques petites augmentations, et que moi, je peux difficilement parler de ce sujet. Je veux dire, je crois que je défends tous ceux qui se défendent pour une cause juste, mais je crois qu'il faut avoir un petit peu de pudeur à ce moment-là et savoir se mettre un petit peu en retrait. C'est vrai que je gagne beaucoup d'argent. Je ne suis pas le seul dans ce métier. Il ne faut pas non plus penser que Jean-Pierre Elkabbach a inventé un système. Le système existe. Je profite de ce système d'une certaine manière. Je gagne de l'argent. C'est un maillon de la chaîne qui est important. Je ne parle pas de chaîne de télé. C'est le dernier maillon de la chaîne. Mon métier, avant toute chose, c'est ma passion. Je m'envoyais à parler de ce métier en disant j'ai jamais eu cette passion pour la télévision. C'est vrai que j'ai jamais eu cette passion pour la télé. J'ai toujours eu de la passion pour le travail que je fais. La télévision est donc devenue mon métier. Maintenant, je l'épouse, je l'adore. Je le fais avec tout mon cœur. Si en plus ça peut me faire gagner de l'argent, je crois que je suis comme tout le monde. Ça me fait plutôt plaisir. Alors Jean-Luc Delarue, l'un des reproches que Jean-Pierre Elkabbach vous fait, c'est que l'on ne voit pas à l'écran l'argent que France 2 vous donne pour faire les émissions. Un reproche que Jean-Pierre Elkabbach m'a fait. Il me le fait plus maintenant parce que la loi m'a donné raison, c'est vrai. Pendant un bout de temps, il a essayé insidieusement de faire courir le bruit que je m'en mettais plein les fouilles, que je ne faisais pas mon métier de producteur correctement. Ensuite, il a fait appel à un expert indépendant qui s'appelle M. Baraduc, que j'ai découvert sur le tard quelques jours avant la deuxième audience,
Et en fait, M. Baraduc n'est ni expert, parce que c'est un titre qui se mérite, expert, on ne peut pas s'autoproclamer expert, ni indépendant, puisque c'est un producteur de fiction qui travaille pour différentes chaînes, y compris France Télévisions. Et en fait, M. Baraduc nous a donc produit une étude qui était donc le nerf de la guerre, hein, qui lui permettait de dire que seulement 50% de l'argent était investi dans mes émissions. Et en fait, on s'est aperçu que cette étude de M. Baraduc, qui a été poussée de la main par le président du tribunal de commerce, était une étude complètement fantasque. C'est-à-dire qu'on comptait par exemple 3 caméras sur mon plateau, là où il y en a 6 ou 7. On comptait des frais de pellicule, parce que M. Baraduc est un homme de fiction, alors que je travaille en vidéo, etc., etc., etc. Mais qu'en est-il alors? Eh bien, c'est faux. Évidemment que je mets l'argent nécessaire pour faire une bonne émission. Ma marge est importante. Elle est importante comme toute celle des sociétés, des animateurs-producteurs. Et la marge est de combien? 21,5. Après impôt. Alors, quand le conflit a éclaté il y a quelques semaines, est-ce que vous pensiez que ça ferait autant de ravages? Je ne pensais rien, mais ça qu'on est dans des situations qui sont tellement inédites que j'avais du mal à imaginer comment ça finirait. Et d'ailleurs, je pense que ce n'est pas encore fini. Ce dont moi j'ai plus souffert, parce que c'était une question que vous m'avez posée, c'est en gros qu'il s'enrichissait sur le dos du contribuable, ce jeune garçon, je suis encore un peu jeune, je me permets de dire ça, c'est faux, ça a été prouvé. Alors il y a plein de gens qui ont essayé d'apporter des contre-preuves, mais ça c'est entièrement faux. C'est un mélange de redevances et de pub. Pour France 2. Ouais. Mais nous, j'englobe quelques autres animateurs-producteurs, nous c'est entièrement la pub. C'est-à-dire que nous, et la redevance. Oui, si vous voulez, mais ce que je veux dire par là, c'est que... Et puis après, d'accord, mais ce que je veux dire par là, c'est que si on... C'est pas étanche entre les deux. C'est vrai que c'est pas étanche, on ne sait pas comment l'argent peut être géré à l'intérieur de la chaîne, on fait comme on veut. Si c'est l'argent de la redevance qui va être donné pour financer mes émissions, c'est une chose. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en retour... Il y a une bonne part de la pub et une part de la redevance. Non, mais en retour, surtout, nos émissions rapportent de l'argent à la chaîne, plus qu'elle en a donné, quoi. Ouais. Alors, quand vous avez négocié ce fameux contrat avec Jean-Pierre Elkabbach, bon, moi, ce que j'en retiens, c'est que vous auriez plutôt bien négocié et lui plutôt pas bien. Vous avez lu les journaux, oui. Vous étiez seul, comment ça s'est passé? Ça s'est passé en plusieurs fois. Ça s'est passé d'abord bien longtemps avant que Jean-Pierre Elkabbach soit élu président de France Télévisions. Il m'a un jour invité à déjeuner pour me dire qu'il se portait candidat. Il me demandait si éventuellement je serais de l'aventure s'il était élu. Moi j'étais, je sais pas, devait être en octobre-novembre, donc c'était la moitié de la dernière saison que je passais sur Canal+. Et je savais qu'à la fin de cette saison de Canal+, j'aurais envie de pousser la prise de risque, puisque ce métier qu'on fait de toute façon un risque perpétuel, mais d'aller plus loin dans la prise de risque, puisque j'abordais une trentaine d'années. Je pense que c'était le moment pour faire cette prise de risque, pour créer une boîte de prod, pour aller au bout de mon métier, qui est un métier de journaliste-animateur, puis maintenant d'animateur-producteur, donc métier de producteur aussi. Ensuite, on s'est re-rencontrés une fois qu'il a été élu. Là, c'était, je sais plus, un peu plus tard dans l'année, quoi. Je sais pas le calendrier exactement en tête. On s'est rencontrés une fois, on s'est mis d'accord sur des bases d'émissions. En l'occurrence, ça se discute en 2 fois. Et puis ensuite, les tractations, les négociations sont faites entre conseils. Donc mon avocat, Maître Stéphane Hadji, et puis l'avocat de Jean-Pierre Elkabbach, expert comptable en l'occurrence, Monsieur Ankawa, qui ont discuté, qui ont négocié pendant... Ça a pris pas mal de temps, je ne sais pas exactement comment ça s'est passé. Et nous, on s'est revus en fait pour la signature après. Vous aviez mis la barre très haut et vous avez obtenu ce que vous vouliez? À peu près, ouais. Pour être honnête, ouais. Est-ce que vous estimez normal qu'une chaîne qui vous achète des programmes clés en main ait le droit de regard sur vos comptes? J'estime normal qu'on s'interroge sur la façon dont est géré l'argent du contribuable. Encore une fois, moi je ne suis pas directement celui qui reçoit l'argent des contribuables, loin de là. Je trouve tout à fait normal et logique qu'une chaîne s'interroge sur la façon dont est réparti l'argent qui est attribué aux producteurs. Si c'est en revanche, comment? Si c'est mentionné dans le contrat. Pas seulement c'est mentionné dans le contrat, même moralement, je trouve que on peut en parler, vraiment on peut en parler. On en avait parlé l'année d'avant, d'ailleurs, sereinement. À l'époque, on avait des contacts qui étaient tout à fait cordiaux et professionnels. Un peu plus tard, la nature de la relation s'est considérablement modifiée. C'est-à-dire que tout d'un coup, on était passé du stade de la convivialité professionnelle à celui de la menace, du bras armé, quoi. Et à partir du moment où le bras devient armé, où il y a une suspicion, en plus médiatique, qui s'installe, là c'est différent. Parce que là, moi, je me rendais compte que tout d'un coup, on voulait regarder dans mes comptes uniquement pour pouvoir en tirer un avantage. Vous savez comment, avec l'information, on peut éclairer un pan de l'information, un autre pan de l'information. On peut toujours se débrouiller pour faire en sorte que quelqu'un passe pour quelqu'un, non pas forcément de malhonnête, mais disons quelqu'un qui est pas très sérieux, qui se moque un peu des choses. C'est pour ça qu'à partir du moment où... Je suis un peu long? Non. Où mon honnêteté était mise en cause, j'ai fait cette conférence de presse et j'ai donné des chiffres qu'on me demandait, mais je les ai donnés publiquement. Est-ce que Jean-Pierre Elkabbach, pendant toute cette période, a tenté d'entrer en contact avec vous pour calmer le jeu? Alors, il faut que vous soyez plus précis sur quelle période exactement? Les dernières semaines, depuis que l'affaire est sortie jusqu'à aujourd'hui.
C'est-à-dire depuis, par exemple, le communiqué de Bilal Yang? Oui. Jamais. Vous n'avez plus aucun contact avec le président de France Télévisions? Non. Et vous n'avez pas cherché à entrer en contact avec lui? C'est pas à moi de le faire. Hein. Ouais. Alors nous allons faire le point sur cette affaire, avec, sur les derniers événements de cette semaine, avec Christian Desplaces et Pascal Épée. Un jugement avant de nouveaux plaidoyers et quelques coups de griffe. La semaine de Jean-Pierre Elkabbach a commencé sans lui, lundi à 14h30 au tribunal de commerce de Paris. Seuls les avocats de France 2 et de Réservoir Prod, la société de Jean-Luc Delarue, étaient présents pour connaître la décision de justice. À 14h35, ils étaient fixés. Le tribunal de commerce refusait de désigner un expert pour éplucher les comptes de Réservoir Prod, comme le demandait France 2 depuis le 28 avril, estimant ne pas voir les coûts des émissions de Jean-Luc Delarue à l'antenne. Le juge des référés a motivé sa décision en précisant que France 2 ne s'était pas entouré d'un minimum de garantie en signant ses contrats. Pour la deuxième fois en 3 semaines, Jean-Pierre Elkabbach a été désavoué par la justice. Et je souhaite maintenant que ces deux décisions judiciaires, qui sont aussi des leçons judiciaires, des leçons juridiques et des leçons de morale, disent à nos interlocuteurs qu'il faut redevenir raisonnables et loyaux, et que si nous avons désormais affaire à des gens raisonnables et loyaux, toutes les discussions restent ouvertes. À France 2, le climat n'est pas vraiment à l'apaisement. Après l'Assemblée générale de la semaine dernière, au cours de laquelle Jean-Pierre Elkabbach était venu s'expliquer devant ses salariés, avant une autre réunion du personnel prévue pour mercredi prochain, les syndicats ont décidé de faire monter la pression d'un cran. Non, l'intersyndicale n'a plus confiance dans la direction de France 2 et pas plus que l'intersyndicale n'a confiance dans l'équipe de la présidence, puisque elle nous a menti, l'équipe de la présidence, depuis le janvier 1994, à l'occasion de tous les comités d'entreprise auxquels nous posions des questions, notamment sur les contrats des animateurs, producteurs privés. À l'Assemblée nationale aussi, certains veulent passer à la vitesse supérieure. Jean-Pierre Pont, député UDF du Pas-de-Calais, a demandé mardi la constitution d'une commission d'enquête parlementaire sur les contrats signés par France 2 et France 3. Actuellement, il y a beaucoup de soupçons, beaucoup de mauvaises choses qui sont dites sur le service public. Et la meilleure chose pour défendre le service public, c'est que tout soit propre. Bien sûr, il y a un audit qui a été demandé par le gouvernement, mais le gouvernement n'est pas obligé à rendre public cet audit. Par contre, avec la commission, ce sera rendu public. Heureux de vous voir et de vous revoir. Ouais. On aurait pu préférer être seul comme d'habitude, mais si ça intéresse, nous sommes là. Après le Sénat, la semaine dernière, Jean-Pierre Elkabbach est de nouveau venu s'expliquer devant les élus de la nation. Cette fois, c'était à l'Assemblée nationale, devant la Commission des affaires culturelles. Mercredi 16h15, arrivée du président de France Télévisions, très entouré. À droite, c'est ici. Bonjour. Comment ça va? Ça va. On a cru que c'était Jacques Chirac qui venait. Moi, je m'en passerai. Vous ne pouvez pas me laisser tranquillement m'installer à gauche. Vous avez tous des photos. Qu'est-ce que vous dites, président? Pardon. Et il va de nouveau plaider sa cause, défendant son bilan à la tête de France Télévisions depuis 2 ans et demi, tout en reconnaissant qu'il a pu se tromper. J'ai probablement pu faire des maladresses ou des erreurs en confiance. Mais je n'ai jamais décidé d'investissements coûteux que les chaînes auraient à payer pendant longtemps, ou de fautes stratégiques dangereuses pour les entreprises. Je pense avoir eu raison sur le fond au moment où je prenais les décisions, dans le climat de guerre commerciale dans lequel j'arrivais. En termes d'économie... Jean-Pierre Elkabbach a aussi voulu utiliser cette tribune pour décocher des flèches. Cible Hervé Bourges. Dimanche dernier, au micro de RTL, le président du CSA a critiqué le président de France Télévisions. Je sais ce que c'est qu'un contrat, j'en ai fait. Un contrat avec un animateur comprend un certain nombre de clauses. Il semble que ces clauses-là n'aient pas existé et il y a donc quelque chose qui ne va pas. Mais là encore, c'est au conseil d'administration à s'en saisir. Dois-je dire que les propos du président du CSA, cette institution impartiale que je respecte, ont-ils été tenus par le président du CSA ou par l'ex-président de France Télévisions, dont je connais moi aussi parfaitement tous les aspects de la gestion. Vendredi, 11h, pour la 2e fois en 10 jours, Jean-Pierre Elkabbach se rend au CSA. Est-ce qu'on peut vous
vous demander votre état d'esprit, monsieur El Kabbach. Très combatif, confiant, serein. Les dossiers sont bons, comme les finances. Objet de cette nouvelle audition, faire des propositions pour limiter le recours au contrat d'animateur-producteur. La réunion dure 2 heures dans un bon climat, dit-on au CSA. À sa sortie, le président de France Télévisions a annoncé des réformes sans être trop précis. Nous avons proposé en 8 jours des pistes de réforme sur lesquelles nous travaillions déjà depuis des mois. Des pistes de réforme sur un système qui a atteint sa sclérose et son essoufflement et ses excès au bout de 10 ans de fonctionnement dont j'avais hérité et que je n'avais pas inventé. Je serai le réformateur de ce système. Voilà. Ces pistes peuvent aller jusqu'à la suppression de ces types de contrats? Non. En fait, ces contrats devront être plus transparents sur les prestations fournies et sur le coût des émissions. Les contrats actuels seront renégociés et examinés par des comités d'investissement dans chaque chaîne. Mardi, Jean-Pierre El Kabbach en dira plus au comité d'entreprise de France 2. Il devra convaincre le personnel. À France 3, un préavis de grève a été déposé pour le 5 juin prochain par la CGT. Le président de France Télévisions n'a vraiment pas fini sa campagne d'explication. Il doit d'ailleurs revoir le CSA dans une semaine. Donc c'est une affaire d'État. Et l'affaire sur laquelle beaucoup de gens veulent se mettre au générique pour l'interne de télé. Ouais. Vous pensez que ça va se terminer comment? Je sais pas, Michel. Comment sortez-vous, vous, de ces semaines-là? Changer, forcément. Moi, je pense, ouais. Je pense changer, ouais. Changer d'abord en moi, mais aussi dans la perception que les autres ont de moi. Je pense que j'ai perdu une partie de moi-même et que j'en ai gagné une autre. Je pense qu'il y a une mue qui s'est faite un peu comme pour un serpent qui a perdu un morceau d'une peau, quoi. Je pense que j'ai perdu sans doute un côté qui était ce petit côté gendre idéal, un peu naïf, sensible, curieux, généreux, puis lisse. Hein, on me l'a tellement reproché d'être lisse. Je pense que j'ai perdu un peu tout ça. J'espère que je reste un garçon cordial, bien élevé. Gendre idéal, c'est pas moi de le dire, mais en tout cas, je pense plus lisse. Je pense que j'ai montré une partie de moi-même qui correspond sans doute à mon âge et ce que je suis en train de devenir. Si c'était à refaire, referiez-vous la même chose, c'est-à-dire les mêmes contrats, les mêmes exigences, sachant ce qui peut arriver? Vous voulez dire, est-ce que l'histoire qui arrive aujourd'hui me fait regretter l'ensemble de ce que j'ai vécu jusqu'à présent? Non, non. Je ne me pose jamais la question comme ça. Ouais. Alors, on va passer à autre chose, mais qui est liée à votre histoire aussi. Comme chaque année, le prix Albert Londres vient d'être attribué. Il récompense un documentaire produit par la maison Point du Jour. Point du Jour, c'est une boîte de prod comme la vôtre, sauf qu'elle est en dépôt de bilan, parce que quand on fait du documentaire, c'est plus difficile. Alan Rothschild et Jacques Massard ont rencontré le gagnant. Titre de l'œuvre primée par les 19 jurés du prix Albert Londres, les Seigneurs de Bering. Ce documentaire est signé Patrick Boité et Frédéric Tonoli. Il a été produit par l'agence Point du Jour et diffusé par Thalassa en mars 1995 à 20h50 sur France 3. C'était à 52 minutes sur le détroit de Bering. Nous sommes allés voir comment on vivait là-bas avec les Tchouktches, qui sont les premiers habitants de la région, qui sont aujourd'hui 15 000, 10% de la population, et qui vivent encore selon un mode de vie assez particulier. Donc on y chasse le morse et la baleine au harpon. On stocke de la viande crue dans le sous-sol gelé, en permafrost, ce genre de choses. C'est assez étonnant. Officiellement, il est interdit de chasser à moins de 12 000 du rivage pour protéger les colonies de morses qui migrent dans la région au mois d'août. Mais Gennady, Yakov et les autres n'en ont cure. Il leur faut de la viande. Les chaînes ne cessent de dire qu'elles investissent des sommes très importantes dans le documentaire. Alors quand on est un fabricant de documentaires et de longs reportages, est-ce que le contact avec la chaîne est facile? Le contact avec la chaîne est toujours très facile. Avec les diffuseurs, ce sont des gens charmants. Simplement, ils ont des enveloppes budgétaires. Ils peuvent donner le maximum de leur enveloppe budgétaire, mais aujourd'hui, ces enveloppes ne suffisent pas à faire un film ou à faire un reportage. Le reportage ou le documentaire n'est pas assez payé en France. Il y a des sociétés qui en meurent. On ne paye pas l'image à son juste prix. C'est-à-dire qu'un documentaire comme le vôtre a coûté combien? 600 000 francs. Et une chaîne de télévision France 3 pour Thalassa l'a acheté combien? Vous pourriez leur demander, mais enfin je crois qu'il n'y a pas de secret, 300 000 francs. Encore raté. On arrive dans une société où celui qui produit, celui qui fait quelque chose doit le faire dans un temps le plus court possible pour que ça soit viable financièrement. Donc c'est notre seul souci. Notre seul souci, c'est que ça tienne dans une enveloppe budgétaire. Donc on ne compte pas le nombre de jours qu'il faudrait, on
on décline le nombre de jours par rapport au budget que l'on a. Quand vous voyez les chiffres d'affaires d'animateurs célèbres qui ont provoqué un scandale récemment, et vos enveloppes budgétaires, vous en pensez quoi? Je n'ai pas l'habitude de tirer sur les ambulances, mais c'est vrai que ça fait un petit peu mal au cœur de se dire que 3 mois de travail, 6 semaines de tournage, 1 mois et demi de montage, ça donne un film qui a un budget de 600 000 francs et que, effectivement, des émissions qui, a priori, sont plus faciles à réaliser, ont des budgets beaucoup plus importants. Un documentaire, surtout dans des contrées comme celle-là, c'est un maximum de risques. Il peut toujours y avoir des problèmes avec la caméra, il peut y avoir des problèmes au tournage, il peut y avoir des confiscations de cassettes, il peut y avoir des pannes de caméra à l'autre bout du monde. Ça c'est du risque à assumer. Une émission de plateau coûte moins cher, enfin, a priori, est moins risquée. Ah, je suis franchement sans réaction parce que ça dépasse l'entendement, donc ne comprenant pas, je peux pas réagir, ou si je réagis, ça serait une bandée de jurons. Aujourd'hui, quelle est la situation de Point du Jour? Point du Jour est une société qui est en dépôt de bilan, en redressement judiciaire. Je n'y suis plus, donc vous devriez voir avec ses responsables. Ils essaient de trouver une solution, ils cherchent des repreneurs. Comme ils disent, la dureté de la vie ici t'oblige à être doué. Vous reprendriez Point du Jour? Je crois qu'il faut rester à sa place, faut faire ce qu'on sait faire. Enfin bon, le point sur lequel on est focalisé à la fin de ce reportage, c'est évidemment qu'il y a un vrai problème de télévision aujourd'hui, quoi. On est dans une logique de télévision privée, y compris sur France 2, et c'est vrai qu'on ne vit que si on rapporte. C'est un peu triste, mais en même temps, ce qu'il y a de positif, je me souviens à l'époque où on se parlait encore cordialement avec Louis Berriot, qui a dit qu'il était d'ailleurs mon ami sur ce plateau il y a quelques 3 semaines, et qu'on avait juste un petit différend commercial. Enfin, je ferai la parenthèse plus tard. Il m'avait montré, je me souviens, sur le dos d'une enveloppe en craft, c'est pas une enveloppe en disant un papier, mais c'était une enveloppe en l'occurrence, un chiffre qui était plus d'une centaine de millions de francs, et il me disait voilà ce que vous avez rapporté l'année dernière. Il m'incluait 3-4 autres animateurs-producteurs, en disant voilà ce que vous avez rapporté, ce qui nous a permis d'investir dans la marche de Rajewski, dans la fiction, etc. Et tout le monde était content à l'époque, etc. Donc c'est pour dire que l'argent qui n'est pas investi dans ces documentaires-là, c'est pas nous qui l'avons volé, puisque nous, on rapporte plus qu'on ne coûte. J'espère que cet argent qu'on rapporte va servir à... C'est ça aussi, France 2, c'est le vice de ce système, mais c'est aussi sa vertu, c'est que ceux qui rapportent peuvent permettre d'investir dans des programmes qui ne sont pas forcément liés à des problèmes d'audience. C'est vrai que les documentaires font moins d'audience que des émissions de plateau ou des films. Alors vous deviez partir au championnat d'Europe des nations de football ces jours-ci pour commenter sur France 2. Bon, il en a été question, puis après une levée de bouclier, si j'ai bien compris, de la corporation, vous ne le faites pas. Vous l'avez vécu comment, cette épreuve, qui est moins difficile? La corporation, ça veut dire de quelques journalistes de la rédaction de France 2, hein, qui ont pris le micro et qui ont parlé très fort dans ce micro. Mais j'ai été soutenu par des joueurs comme Alain Roche qui ont dit ah, pourquoi pas, c'est un grand professionnel de télé, on sait qu'il aime bien le football. Et puis moi je m'y préparais comme on se prépare pour le bac, j'étais vraiment ravi de faire ça. Vous l'avez fait, je sais, vous savez la passion que j'ai. Enfin bref, j'aurais été très content de le faire et j'étais extrêmement déçu de ne pas le faire. Alors France 2 a choisi un consultant qui est un footballeur. Qui est mon remplaçant. Qui est Paul Le Guen, que vous allez remplacer au PSG l'année prochaine comme libéraux. Joueur international et qui fut capitaine du PSG pendant 3 ans pour commenter les principaux matchs aux côtés de Pierre Sled. Ce tandem très professionnel est déjà au travail. Alan Rothschild. La vie de Paul Le Guen, milieu de terrain au Paris Saint-Germain, est faite de hasard. Son arrivée dans le football professionnel est le fruit d'une rencontre avec un entraîneur. C'était en 1984. Il avait 20 ans, il était alors étudiant en sciences économiques. 12 années plus tard, son palmarès sportif est impressionnant. Avec le Paris Saint-Germain, il a remporté le championnat, la Coupe de France et bien sûr la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe il y a quelques semaines. Dimanche dernier, en regardant Téléfoot, il espérait apprendre sa sélection dans l'équipe de France pour la Coupe d'Europe des Nations. Mais une fois de plus, le hasard était au rendez-vous. J'ai regardé Téléfoot pour connaître la liste des 22. Et j'ai organisé mes vacances dans la foulée. Enfin, je les avais organisées avant, à vrai dire. Puis il y a eu un coup de téléphone de Pierre Sled à 12h15 ou 12h30. Me proposant de commenter les matchs pour France 2 avec lui. Et bon, j'ai fait semblant de réfléchir un petit peu. J'ai réfléchi 1 heure ou 2 et j'ai très vite donné mon accord. L'AS Ferdinand toujours à la limite de cette défense. Les Bulgares continuent d'éviter de subir et remontent leur défense pour gêner la position de l'AS Ferdinand. Il doit apporter ce que aucun journaliste ne va pouvoir apporter. Sa connaissance du football, bien sûr. Paul a tous les degrés pour être entraîneur, donc il connaît le football, ça c'est pas le problème. Mais moi j'irai un petit peu plus loin. Moi ce qui m'intéresse, c'est qu'il me raconte des histoires,
vécu, c'est que il me raconte comment ça s'est passé lorsqu'il s'est retrouvé face aux joueurs qu'on verra pendant l'Euro, dont on disséquera les matchs, et me donner une dimension supplémentaire qu'aucun journaliste ne peut raconter, parce que nous, on n'a pas ce vécu-là. Première à l'antenne du couple Sled-Le Guen le 9 juin sur France 2 pour le match Danemark-Portugal. Apothéose le 30 juin à 19h sur la même chaîne pour la finale de la Coupe d'Europe des Nations. Voilà, vous suivrez ça de loin, de près? J'espère de près aussi un peu. Ouais, vous serez encore là et vous partez en vacances? Je partirai en vacances après, ouais. Merci Jean-Luc. Dimanche dernier, c'est la chaîne de télévision Monte Carlo TMC qui assurait pour le monde entier la retransmission du Grand Prix de Monaco de Formule 1. Mission bien accomplie par la chaîne monégasque qui est reçue maintenant sur le câble et le réseau satellite français, en plus du réseau hertzien de la Côte d'Azur. Sandrine Roustan, qui est cannoise, enquête à Monaco. Pour Monte Carlo TMC, le Grand Prix de Monaco, c'est l'événement de l'année. Pour l'occasion, la chaîne ouvre son antenne dès le samedi matin pour 22 heures de direct. Installée sur une terrasse surplombant le circuit, la chaîne diffuse toutes les courses du week-end et organise des plateaux. Notre mission ici, c'est de diffuser, enfin de montrer à nos téléspectateurs toutes les courses, les Spider Renault, la Formule 3000, les essais libres, les essais qualifs, jusqu'à l'échéance du Grand Prix dimanche après-midi. Avec les moyens de la SFP, Monte Carlo TMC est la chaîne chargée de la réalisation des images de toutes les courses, y compris les essais. Ce sont les images dites officielles, reprises par toutes les autres chaînes. En plus des moyens SFP, la petite chaîne monégasque dispose de sa propre caméra à chef qui lui permet d'être en direct au plus près des coureurs dans les stands. Richard, vous êtes en compagnie d'Olivier Panis, le pilote Ligier. Exactement, Alain, avec Olivier qui a très bien marché, que ce soit jeudi, lors des essais libres et même ce matin. Alors Olivier, nous sommes... Quel est le kit d'un journaliste sur le terrain? Le kit Il est simple. La première chose, si vous n'avez pas ça, c'est le laisser-passer, c'est le pass. Si vous n'avez pas le pass, vous ne travaillez pas. Ensuite, c'est simple, il faut un peu de parole. Et puis après, on a tout l'aspect technique des choses, avec la ceinture batterie derrière, le Grizzly, comme on l'appelle, le boîtier des modulateurs, avec qui on converse avec le car régie, la script, et où on a aussi le retour plateau. C'est difficile comme ça de plonger sur les coureurs, ils sont dispo, comment ça se passe? Si vous allez voir Schumacher, il va vous mettre le micro dans le nez. Si vous allez voir Giancarlo Fisichella ou Olivier Panis, ils vont vous répondre tout simplement et gentiment. Une cinquantaine de personnes travaillent à la réalisation de ce week-end spécial F1. Des spécialistes commentent les courses en direct et Patrick Sabatier, présentateur vedette de Monte Carlo TMC, entouré de consultants comme Patrick Tambay, ancien coureur, anime tous les plateaux. Aujourd'hui, est-ce que ça vous plaît la Formule 1? La Formule 1, attendez, je découvre, comme je vous l'ai déjà dit, c'est un truc tout à fait nouveau, particulier pour moi. Mais ce que j'aime et ce qui me semble assez fantastique de vivre, c'est ici l'engouement, la pression, enfin, la pluie, les voitures, les célébrités, enfin, tout ce qui tourne, quand on le vit, on a l'impression d'être au cœur de l'événement. Ça me plaît, ouais. Dimanche matin, à quelques heures du Grand Prix, pendant la course Porsche, la pluie envahit le circuit. Les commentateurs meublent l'antenne. Pendant ce temps, sur la terrasse, le plateau est déménagé dans la précipitation. J'aurais tendance à dire que c'est pas tellement organisé et c'est pour ça que c'est bien. On nous dit mais non, la course ne part pas, on interrompt telle interview, mais on peut la reprendre. Alors par moments ça fait un peu film style Elsa Poppin, mais c'est pas plus mal parce que les gens sentent qu'on est en direct. Alors s'il y a des imperfections, eh bien on nous les pardonne plus facilement, je crois. 14h30, c'est le départ. Seuls les commentateurs sont au micro. La chaîne est alors en concurrence avec TF1 qui diffuse elle aussi le Grand Prix. Mais sur Monte Carlo TMC, il n'y a pas de coupure publicitaire. La chaîne monégasque réussit l'un de ses meilleurs scores d'audience de l'année. Jean-Marie Cavada, bonjour. Nous allons parler du site d'action, mais auparavant deux autres sujets si vous permettez. Le premier concerne ce qui se passe à France Télévisions, puisque vous travaillez à France 3 pour la marche du siècle. Quel est votre sentiment aujourd'hui? Comment vivez-vous cela, vous? Ça n'est agréable pour aucune des sociétés de télévision. C'est certainement très sérieux. Les enquêtes qui sont en cours diront l'exactitude profondeur de la gravité ou au contraire des éventuelles calomnies, il ne faut pas l'exclure. Mais en tout cas, il y a une chose que je veux dire, je suis probablement dans ce pays le mieux placé pour le dire, personne ne suspectera qu'il y a de la complaisance. Il faut dépasser le problème des hommes et notamment du président de cette affaire. Quoi que ces hommes
aient été conduits à faire pour gérer leur entreprise, il y a un vrai problème de système. Aujourd'hui, il faut demander dans ce pays pourquoi il est légitime ou non, il peut y avoir une réponse négative, que les contribuables payent une redevance pour avoir de la télévision, alors qu'ils la payent déjà par la publicité et le commerce, et qu'ils ont des tas de chaînes qui peuvent leur offrir des services. Y a-t-il ou non une spécificité liée à la redevance? Ma réponse, évidemment, elle est oui, et je peux le prouver. Et nous avons suffisamment travaillé avec une équipe de professionnels parmi les meilleurs noms de ce pays, et nous sommes prêts à faire profiter qui nous le demandera de cette réflexion. Probablement, cette crise, ces crises, celle de France Télévisions, celle des finances publiques, est un moment opportun formidable pour réfléchir sur ce que nous allons offrir aux spectateurs et aux citoyens de ce pays en matière de télévision publique pour l'an 2000. C'est-à-dire que maintenant, ça n'est plus les mêmes raisons qu'il y a 15, 20 ans ou 10 ans ou même 5 ans ou même lors de l'élection de la dernière équipe. On a parlé tout à l'heure assez longuement avec Jean-Luc Delarue qui était montré du doigt dans les affaires de sociétés de production qui vendent des émissions clés en main à la télévision. Ça fait partie du jeu aujourd'hui. Est-ce qu'il faut changer ce jeu-là? Le système, quoi qu'il se passe dans ce pays, il ne faut pas se leurrer. Les Anglais nous l'ont prouvé depuis 35 ans avec la production à l'intérieur du système BBC, laquelle BBC aussi fait appel à des producteurs extérieurs. Ou bien le système des télévisions privées, notamment Channel 4, qui ne fait appel que à des producteurs extérieurs, que tout ça, avec un peu de sérieux, ça se gère. Un contrat, c'est un contrat. Le tribunal de commerce vient de le prouver. C'est une leçon magistrale qui nous est donnée à tous. Alors, c'est avant qu'il faut faire attention, si on n'est pas d'accord. C'est une négociation normale, c'est une chose. La deuxième chose, ce qui me frappe énormément dans tout ça, c'est que c'est pas la peine de philosopher sur le système si les instances qui existent ne fonctionnent pas. Pourquoi donc tant de gens mandatés pour contrôler n'ont-ils pas à contrôler? Conseil d'administration, gens venus des grands corps de l'État à l'intérieur des sociétés de télévision pour exercer cette fonction de contrôle, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Il doit y avoir une raison. Je pose les questions car je connais la nature des questions. À eux de fournir les réponses. Aujourd'hui, vous pensez que Jean-Pierre Elkabbach doit démissionner? Je ne m'en mêlerai pas. Si je disais la moindre chose, et il peut y avoir des choses, il faudrait que j'ai les preuves. Je n'en ai aucune. Des gens l'ont dans Paris. Les gouvernants l'ont. Les instances de contrôle en ont une bonne indication. J'irais même jusqu'à penser que ceux qui ont nommé savaient, mais ils n'avaient pas les preuves. Par conséquent, tout ça est probablement la façon de solder de mauvaises et vieilles décisions. Je pense que je suis la personne la mieux placée dans ce pays pour dire que si le président de France Télévisions s'est laissé aller à être dominé dans ses décisions de gestionnaire par des équipes restreintes, tout le monde le sait, qu'il n'a pas contrôlé, bon, c'est sa responsabilité. Pourquoi donc tous les cadres dirigeants qui sont mandatés, qui ont un contrat pour exercer ces responsabilités, ont-ils conservé ces responsabilités? N'ont-ils pas exigé des choses que, légitimement, tel ou tel directeur était en devoir d'exiger? Sont restés en place, n'ont rien fait, c'est étrange. Et j'ajouterai une troisième chose, l'homme a sans doute des défauts. Je suis dans ce pays le mieux placé pour dire qu'il a aussi des mérites. Si les mérites ne s'appliquent pas là où ils sont, ne détruisons pas un système au prétexte qu'on n'a pas fini de négocier avec l'homme. On ne va pas mordre les talons d'un homme qui vous a nourri. On passe aussi d'action, Jean-Marie Cavada, qui va se dérouler sous votre direction. C'est le 6 juin au Zénith, c'est retransmis en direct sur toutes les chaînes françaises. Qui va faire quoi? Les choses se précisent aujourd'hui. Qui va présenter? Que verra-t-on? Comment sera construite la soirée? De quoi il s'agit? Ce soir-là, nous parlerons de vivre avec le sida. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui de vivre avec le sida par rapport à il y a 2 ans, dernier SIDAction? Deuxièmement, se soigner. Comment les thérapies ont évolué? Elles ont réellement évolué par une combinaison de multiples thérapies. Je crois qu'il n'est pas inutile de dire qu'on peut mettre le mot espoir dedans sans exagérer, sans préjuger, sans prendre des parts de vie de ceux qui ont cette maladie, parce que quelque chose a bougé, la durée de vie s'allonge, le mot espoir et le mot vie sont vraiment dedans. La troisième, eh ben, c'est la prévention. Alors je ne vous donne pas l'ordre, on ne sait pas trop dans quel ordre on le mettra, on a encore 15 jours pour le faire. Voilà. Qui présentera? Eh bien, j'ai souhaité que ce soit une chaîne des journalistes. Alors, je m'arrête. Les journalistes, pour moi, à la télévision comme d'ailleurs, ce sont des gens qui savent de quoi ils parlent, qui connaissent les questions importantes et qui ont une idée sur la réponse. Et puis, ce sont des animateurs, qui est une autre population, qui sont des gens qui savent faire fonctionner le divertissement, qui connaissent la population artistique et qui savent garder la sympathie du public. Il ne faut pas se tromper, les animateurs ont davantage de sympathie du public que la plupart des journalistes. Les deux populations nous sont nécessaires. On est en train aujourd'hui d'appeler un peu tout le monde. Ça va être une chaîne comme ça. Ce que vous ne me demandez pas, mais que je sais que vous voulez savoir,
c'est est-ce que oui ou non, comme les associations me l'ont demandé, je présenterai la soirée. En continu, bien qu'elle l'aurait souhaité, je ne le veux pas. Je le savais, donc je ne voulais pas demander. Eh bien voilà, donc tout est dit. J'essaierai de faire un lien modeste dans cette affaire. Mon rôle est celui de l'équipe, c'est-à-dire vraiment les responsables du comité permanent que j'ai créé, c'est-à-dire désignés par chacun des chaînes, sous la conduite de Norbert Balit et d'Agnès Vincent. Et notre rôle est de faire fonctionner de l'information et des prestations artistiques. Pourquoi? Pour que les gens sachent. Et pourquoi, deuxièmement? Parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Si ça va mieux, ça n'est pas maintenant où nous sommes en plein milieu de la rivière, en plein milieu du fleuve, qu'il faut s'arrêter plus que jamais. Je dirais l'avenir des recherches, l'avenir des traitements sociaux, l'avenir aussi de la considération que l'on a pour les gens qui ont le virus, qu'ils l'aient développé ou non, c'est-à-dire au fond la considération sociale, dépend de ce que les gens vont faire en termes de compréhension de ce message, discuter autour d'eux, et en dons financiers, c'est-à-dire aider la recherche. C'est bien clair que dans ce pays dont les finances sont épuisées, il n'y a pas que l'État qui peut faire progresser la recherche. Il faut savoir que le dernier SIDAction avait réussi un score extraordinaire, 300 millions de francs, un très grand score au monde, probablement le premier. Et non seulement le sida a bénéficié de la recherche, mais beaucoup d'autres maladies basées sur la recherche génétique ont bénéficié de ça. Par conséquent, c'est quand même un très grand succès. C'est pour ça que j'ai décidé, après 8 jours d'hésitation, parce que c'est quand même un nid de guêpe, un concours d'ego. Il a fallu neutraliser tout ça devant le respect des malades, le respect de ceux qui soignent, le respect de ceux qui accompagnent. Je l'ai obtenu, par conséquent, je me suis lancé à la demande, en gros, on va dire, combinée de Lescure, mon collègue homologue et ami, Moujotte, Jean Drucker, il doit y en avoir d'autres, ils me pardonneront que je les oublie. D'accord. Alors donc il y aura 3-4 animateurs par chaîne ou journalistes par chaîne, et ça sera une chaîne de présentateurs tout au long de la soirée. C'est une chaîne continue sur une soirée qui sera, je l'espère, un peu plus courte que la dernière, c'est-à-dire, on va dire, entre 5 et 6 heures de temps. Alors nous allons revenir sur celle de l'an dernier avec un bref zapping, c'était il y a 2 ans. Bonsoir. Je m'appelle Barbara et j'ai 19 ans. Il y a 2 ans, j'ai fait la connaissance d'un garçon plus âgé. J'ai été séduite par son originalité. Malheureusement, il m'a transmis le virus du sida. Il se savait séropositif, mais par négligence ou par peur de me perdre, il ne m'a rien dit. Ce fut ma première et ma dernière grande histoire d'amour. Vous pouvez téléphoner dans toutes les cabines téléphoniques du monde. Vous asseoir sur n'importe quelle toilette, prendre tous les transports en commun possibles et imaginables, le sida ne passera pas. C'est pas comme ça que vous serez contaminé ou que vous contaminerez quelqu'un. Et j'ai envie de faire un truc con, mais j'ai envie d'embrasser le monsieur qui est derrière moi sur la bouche. Voilà, c'est tout. Est-ce que j'ose? Il a de la chance, le monsieur. Je voulais simplement dire que, voilà, à tous ceux qui ne le savaient pas, je suis séropositif et je ne vois pas pourquoi j'aurais peur de l'annoncer ou d'en parler. Gérard Roll. Mais non, on va pas vous oublier. On y arrive. On va pas vous oublier. Gérard Roll. Non, les toxicomanes ne sont pas oubliés, nous arrivons d'ici quelques secondes. On y arrive. Il en faut pour tout le monde, jeunes gens, nous arrivons, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est pas comme ça qu'on va arriver à résoudre les problèmes, les garçons, enfin, s'il vous plaît. Je pense qu'il est vraiment dommage de parler aussi tard de la toxicomanie. Les toxicomanes représentent 30% des personnes touchées. Je pense aussi à la communauté sourde, dont on n'a absolument pas parlé. Je pense aussi aux communautés ethniques qui vivent en France, les Maghrébins, les Africains, etc., dont on n'a absolument pas parlé pour l'instant. J'avais un ami, mais il est parti. À ma vie, il n'est plus en vie. Il n'y a qu'un préservatif absolument sûr, c'est la fidélité dans les foyers. Souvenez-vous de cela et que ce soit ce qui règne chez vous et y donne la paix et l'espérance. Bon, l'abbé Pierre a tenu des propos qui concerne l'abbé Pierre, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il y a cette extraordinaire bande dessinée qu'il faut faire lire à tous les gamins. C'est Joe de Derib, qui est en vente déjà depuis pas mal de temps, où on explique un petit peu ce qui se passe. C'est sifflé simplement parce que cette bande dessinée trimballe un taux d'homophobie, de toxicophobie qui est hallucinant.
On présente les toxicomanes comme vivant uniquement dans des squats, des gens irresponsables, les homosexuels comme des gens irresponsables et qui ne peuvent faire qu'une chose, c'est contaminer les autres. Voilà pourquoi moi j'invite tout le monde à ne pas acheter cette bande dessinée, à ne pas la diffuser dans les écoles. C'est une horreur. Une seule et dernière phrase, vous qui m'écoutez tous, si la connerie est contagieuse, le sida, lui, n'est que transmissible. Voilà, donc c'était il y a 2 ans le premier SIDAction. Le deuxième, c'est le 6 juin. Vous nous avez dit quelle était la nature de la démarche, qui participera, donc les animateurs, on ne va pas commencer à en citer un, sinon c'est interminable. Est-ce qu'il y a une participation aussi du monde artistique? Oui, je ne citerai que 2 noms. C'est quand même parmi les 2 plus grands. Et je peux imaginer que les autres, foisons de toute jalousie, se rangeront derrière Catherine Deneuve et Gérard Depardieu, qui, d'une manière ou d'une autre, iront ou sur un reportage, ou ont demandé à pouvoir participer, c'est-à-dire dire et faire quelque chose. Un mot sur la collecte de fonds. Les chaînes de télévision ne sont pas responsables de la collecte de fonds. Ils incitent le public à donner, après leur avoir expliqué de quoi il s'agit. Ce sont les associations qu'il faut remercier dans cette affaire, même si bien des critiques peuvent s'exercer. Il y en a qui arrivent. C'est quand même elles qui nous ont fait comprendre tout ça. Alors, on va montrer ce t-shirt qui est un... Vous allez me dire tout sur ce t-shirt qui est en vente, qui est au profit de... Ça vous va la taille? Oui, c'est pas mal. Ouais. Hein? Ouais. Vous pensez que je vais réussir à vous le faire passer? Alors C'est Combas, monsieur Combas qui a fait ce t-shirt, naturellement dans des conditions gratuites, etc., et qui sera en vente dans tous les lieux de tous ceux qui participent, car les pharmaciens, la Poste, un certain nombre de sponsors se sont évidemment mis en route. J'ai demandé, pour ne pas dire exigé, que pour l'argent qui sera collecté dans ce SIDAction 96, il y a un compte-rendu, on va dire, semestriel, sous la houlette de la Fondation de France, qui en effet a accepté de garder le contrôle et l'exercice de tous ces fonds, de la distribution de tous ces fonds, pour que les gens qui payent sachent où c'est allé. C'est normal et nécessaire de le faire. Et si des gens ont commis des erreurs, il ne faut pas confondre les erreurs avec la mort ou la vie des enfants que nous avons tous. Je suis sûr qu'il y a des choses qui ne collent pas, mais la vie et la mort de nos enfants, et c'est de ça dont il s'agit, c'est quand même bien plus important. Nous terminons avec le 41e concours de l'Eurovision qui a été diffusé samedi dernier sur France 2. L'Irlande a cédé à la Norvège. L'organisation de cette soirée, Véronique Jacquinet et Pascal Hendricks, ont tenté de suivre là-bas le groupe gaélique d'Anne Arbraz qui représentait la France. Et nous voilà en Norvège. Ah pardon, ça c'est Lillehammer. Dans ce coup-ci, c'est à Oslo, capitale de l'Eurovision 96, qu'on est avec sa mairie, sa politique, ses Valkyries, en plein jour de fête nationale. Comme on peut pas du tout se rendre compte sur ces images, ils sont passés où? Allons voir à l'hôtel. Ils les ont tous casés dans le même, il paraît, les candidats de l'Eurovision. Bonjour. Ah super, ça marche, au moins pour le parking, mon accrède. Ah, il a oublié son... Voilà. C'est ici que... Et tu peux nous aider à rentrer? C'est ici qu'on s'arrête ou qu'on se quitte? Non, on va y aller là. On va essayer de passer. Elle dit rien là. Elle a rien vu donc... Eh, tu me lâches pas, Dan. On dirait que je serais la chanteuse avec toi. Hein? Ah, repéré. Là, il est en train de dire qu'on peut pas rentrer aux répétitions. Ah, ok. On fera mieux après. Hein? Il me reste plus qu'à retrouver Olivier Mine, qui doit encore commenter pour cette année. Il voulait parier sur les Bretons, lui. Alors, je peux peut-être faire une affaire. Tiens, tu me donnes tes crônes, et puis moi, je te ne donne rien, puis on verra si tu gagnes. Et tu me les rends. On sait pas, hein, c'est pas le tout, mais il faut quand même que j'arrive à rentrer. Il y a des politiques partout. Attends, là, j'ai une idée, je crois que je vais essayer de passer par là. Et y a pas quelqu'un qui peut m'aider à sortir, là? S'il vous plaît. Merci. Hop, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Ah tiens, c'est la croate, elle, la chanteuse croate. Ça veut dire que les répétitions ne sont pas terminées. Ah, puis lui, c'est le grand chef. Tiens, on va passer avec lui. Ah bah si, c'est votre grand chef, là, lui, là. Il est d'accord pour nous laisser rentrer. Ah, il ne laisse pas tout seul, ça, hein. Voilà notre groupe français, alors, qui nous représente, enfin, gaélique. Et c'est le seul qu'on a le droit de filmer, hein. Et bah quoi? C'est déjà fini? Non, c'est pas déjà fini, on vient de rentrer là. Ah bon? Oh, ça va, on vous suit. Remarquez, on n'est pas les seuls à avoir galéré, hein. Pendant ce temps, à l'autre bout de Oslo, nos amis de France 2 tentent de boucler le reportage qu'ils doivent envoyer par faisceau pour le JT de 20h. Mais il y a un problème, donc... Attends, elle cherche.
Tu veux un preview ou on y va direct? Ah, ben là, si tu veux, j'en suis à mon 13e preview, donc je pense qu'on peut y aller. Alors, Pour le message officiel, il y a encore du travail, mais les Français ont d'autres armes dans leur bagage, à commencer par leurs chansons. En effet, avec des refrains 100% pur breton, la France, qu'est-ce qui se passe? C'est les plaintes, c'est ça? La voix est trop sourde. Ouais. Quoi? Là, je comprends plus très bien ce qui se passe. Ben là, faut tout refaire, là, si tu veux. Allô? Bon, ben nous, on fait une dernière tentative, ratée, pour entrer dans le... Mais on sort. Attendez, regardez, il y a des vedettes qui veulent entrer, là. Oh, Anna Mjøl, la célèbre Islandaise. Ah, et Dan. T'as vu, c'est pratiquement le même signe que l'Eurovision. Je viens de me rendre compte que mon pull, je fais de la publicité. C'est pratiquement le même signe. Comment tu dis bonne chance? Ben, chance va, les gars. En breton. À tout à l'heure. Oh, bah c'est à vous maintenant hein, qu'il faut souhaiter bonne chance. Parce que nous, au point où on en est, on rentrera plus nulle part, là. Non, mais regardez-le comme il me regarde, mon accrède. Bon, bah j'ai plus qu'à regarder de ma chambre. Hein. Ça va être super. Her Oslo Spektrum. NRK ønsker velkommen til den 41. finalen i Eurovision. 2h30 plus tard, on se disait que finalement, on avait bien fait de pas aller en Bretagne. 19e sur 23, on a fait. J'espère que personne m'en voudra, quoi. Mais non, Dan, on a perdu haut la main. Ça nous fera 20 ans peinard sans avoir eu à organiser l'Eurovision. C'est les Irlandais qui vont être envieux. Eux, ils sont bons pour la 4e fois en 5 ans. On n'avait jamais vu ça. Salut, à la semaine prochaine. Christine Bravo fera partie des invités de Télédimanche. Dans un instant, vous retrouvez la semaine des Guignols.